Merci à tout le monde d'être là. On peut commencer. Donc, c'est la première séance du séminaire français d'optimisation de l'année 2021. Donc, très bonne année à tout le monde. Très bonne année à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui en ligne. Donc, on a le plaisir de commencer l'année par un exposé de Nendia Outjan du département Osiris de DFRD qui va nous parler des décompositions des problèmes de contrôle stochastique de grande dimension et d'application à des questions d'énergie. Merci Nadia. Merci On t'écoute. pour cette introduction et puis merci aux organisateurs pour me donner l'occasion de parler ici. Est-ce que vous m'entendez tous bien déjà? Enfin, vous me confirmez? Ça va. Moi, je pense que ça va. Ouais. La confirmation de Philippot me suffit. Donc, alors, je vais vous présenter un travail en collaboration avec Adrien Ségurek, Clément Salasseur, Frédéric Bonance et Antonio Di Paola et Vincenzo Trovato. Alors d'abord, je vais vous parler de la motivation en termes d'application qui nous a intéressés dans ce travail. Alors le problème qui nous intéresse ici, c'est le cadre d'un acteur centralisateur, je dirais, qui peut être un producteur, fournisseur d'électricité, comme EDF par exemple, ou un gestionnaire de réseau qui, en fait, va chercher à utiliser toutes les flexibilités du système électrique. Alors ici, j'entends par flexibilité à la fois les moyens de production, comme par exemple les centrales nucléaires, les centrales à gaz, les barrages hydroélectriques, mais aussi les flexibilités de consommation qui sont en fait les usages de l'électricité, les appareils qui utilisent l'électricité, mais qui sont flexibles dans leur façon de consommer l'électricité. Par exemple, la recharge de véhicules électriques ou le chauffage de l'eau chaude sanitaire pour rendre le même service, la même qualité de service en termes d'eau chaude aux consommateurs. Eh bien, on peut consommer l'électricité de façon différente. On peut avoir des profils de consommation différents. Il y a de la flexibilité dans pas mal d'usages thermiques de l'électricité. Et donc, le problème, c'est d'essayer d'optimiser l'utilisation de toutes ces flexibilités pour en fait minimiser les coûts de production dans l'objectif de satisfaire la consommation des clients. D'accord? Donc, c'est un problème d'optimisation sous contrainte. Et c'est un problème très vieux qu'on résout traditionnellement à EDF. Il est déjà de grande taille parce qu'à EDF, on a pas mal de moyens de production. Donc, il y a il y a tous les programmes de production de toutes nos centrales qu'il faut déterminer dans ce problème d'optimisation. Simplement, le problème va être encore plus compliqué dans les années à venir et il est en train de changer complètement de nature. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme vous le savez, on cherche à intégrer au maximum les énergies renouvelables, comme les éoliennes qui fonctionnent au gré du vent, et puis le photovoltaïque qui, lui, va fonctionner au gré de l'ensoleillement. Et donc, ces moyens de production qui vont être installés un petit peu partout sur le réseau électrique vont pas être aussi pilotables que les moyens conventionnels comme les centrales à gaz ou l'hydroélectricité. Et donc, on pourra écréter une partie de la production quand il y en a trop, mais on ne pourra pas l'augmenter. D'accord. Donc, il y a une limite dans notre capacité à contrôler ça. Et du coup, pour réaliser l'équilibre entre la production et la consommation, on va avoir des difficultés. C'est pour ça qu'on veut développer les leviers de flexibilité au niveau de la consommation et qu'on veut contrôler tous les chauffe-eau, tous les frigos, enfin j'exagère, mais tout ce qu'il y a de flexible en termes de consommation d'électricité, on cherche à les contrôler. Du coup, on se retrouve avec un problème avec des millions de termes à optimiser et avec des aléas qui interviennent au niveau de la consommation. Donc, on a vraiment un problème qui change complètement de nature. Et en plus, on veut résoudre ça de façon décentralisée pour des raisons de respect de la confidentialité des données des consommateurs qui ne veulent pas délivrer leur consommation ni leurs contraintes de consommation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'application qui nous intéresse. Maintenant, on va avancer tranquillement vers la formalisation mathématique de ce problème. Donc ici, on a une population de flexibilité, donc comme je disais, soit des moyens de production, soit des moyens de consommation. Et en fait, on va chercher à minimiser une fonction
qui va dépendre des coûts liés, des coûts individuels, de la somme des coûts individuels de chacun des individus, en fonction par exemple de leur consommation. On peut imaginer que UI, c'est simplement le profil de consommation de chaque individu. Et puis, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est l'agrégat, la somme de la consommation de tout le monde, moins la somme de la production des générateurs, qui va coupler le problème à l'intérieur de cette fonction F0. Typiquement ici, nous, ce qui va nous intéresser, si on regarde tous les appareils de consommation flexible, on voudrait que l'agrégat, la somme de la consommation flexible de toute la population, va permettre de minimiser cette fonction F0, où F0, c'est le coût d'équilibrer le système électrique pour satisfaire la demande non flexible plus la demande flexible. Donc, dans ce problème-là, F0 est lui-même le résultat d'un autre problème d'optimisation où on cherche à minimiser les coûts de production des moyens de production conventionnels pour satisfaire cette demande-là. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que ces fonctions FI, on n'est pas censé les connaître. Les ensembles de contraintes UI non plus. Ils doivent rester donc secrets et connus uniquement par l'individu UI. Il y a en plus des incertitudes qui vont impacter les décisions locales, puisque les gens vont consommer, vont utiliser leurs appareils électriques à des moments qui sont aléatoires. Ils vont prendre des douches à des moments aléatoires, en tout cas non connus à l'avance. Et du coup, il faudra prendre en compte ces incertitudes qui vont faire que les contrôles vont subir ces incertitudes. Ensuite, une autre caractéristique du problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on aura beaucoup d'agents dans ce problème. On peut considérer plusieurs millions de frigos ou de chauffe-eau à contrôler. D'accord? Alors, évidemment, si vous avez des questions, enfin là, on est peut-être un peu nombreux pour interagir en direct, je ne sais pas. Alors, je vais passer maintenant à la formulation plus mathématique du problème qu'on a considéré dans ce travail. Donc, ce qu'on cherchait à faire, c'est minimiser un coût qui est noté, un critère qui est noté J ici, où J, cette fois-ci, c'est une espérance, puisque, comme je vous le disais, on va faire intervenir une modélisation des incertitudes, où on voit apparaître la fonction F0 qui couple tous les problèmes et les coûts locaux, la somme des coûts locaux FI de UI et de XI. Alors ici, j'ai fait apparaître volontairement l'état de l'agent I, qui est contrôlé par le contrôle UI. D'accord? Donc, il faut imaginer, par exemple, que si je contrôle un chauffe-eau, XIUI, ça va être, par exemple, la température interne de l'eau chaude dans le chauffe-eau. Et UI, ça va être les décisions d'arrêt de consommation d'électricité ou non du chauffe-eau pour chauffer l'eau. Alors, dans ce modèle, on a donc chaque individu chaque individu I est décrit par son état. Son état est contrôlé par le processus UI. Et donc, on a pris une dynamique standard donnée par une équation différentielle stochastique, mais on aurait pu prendre, se placer en temps discret. Hein. Ici, on est en temps continu, mais on aurait pu réécrire le problème en temps discret. Ça ne change pas grand-chose, en fait, à ce que je vais vous raconter ici. Donc ici, on a un terme de dérive plus un terme de volatilité. Le contrôle intervient dans le terme de dérive, ici. Et on suppose que chacun évolue suivant un brownien indépendant. Alors ça, c'est important. On suppose que les aléas qui vont impacter les usages locaux sont indépendants d'un individu à l'autre. Et du coup, on va noter W, le brownien obtenu comme la concaténation de tous ces browniens, donc le brownien de dimension n. Voilà. Donc, pour finir de formaliser ce problème, donc, il faut préciser que les contrôles UI, donc le contrôle UI qui va contrôler la dynamique de l'agent I, est un processus progressivement mesurable, donc il ne doit pas anticiper sur le futur, et il est censé dépendre de la grosse filtration, hein, il est censé dépendre de l'ensemble des aléas du système et non seulement de l'aléa local FIT.
d'accord? Et on va considérer des contrôles à valeur dans un ensemble fermé, borné. Ici, on est sur R, donc sur des segments. Voilà. Dans le cadre, par exemple, de la programmation dynamique stochastique, les fonctions f0 et fi auront une forme de type intégral, mais dans ce que je vais raconter par la suite, on n'aura pas forcément besoin de faire cette hypothèse. Alors, pour résoudre ce type de problème, on peut avoir recours à différentes approches, hein. On a un problème d'optimisation stochastique. Donc, les approches par arbre de scénario, c'est intéressant pour résoudre ce type de problème, sauf que là, on a une grande, enfin, la taille des aléas est très grande. Donc, comme il s'agit de discrétiser par un arbre les aléas intervenant dans le système, il est clair que ces approches-là ne sont pas adaptées à ce qu'on veut traiter. Pour ce qui concerne la programmation dynamique stochastique, même problème, mais au niveau de la taille de l'espace d'état. On voit bien que je parlais de millions de chauffe-eau à contrôler. On ne va pas pouvoir utiliser la programmation dynamique stochastique pour ça, même en ayant recours à la SDDP qui permet, dans une certaine mesure, de contourner le problème de la dimension. On n'ira pas jusqu'à des millions. En revanche, il y a une autre approche qui avait été proposée par Pierre Carpentier et ses co-auteurs, la DADP, où là, il s'agit de décomposer le problème. Et donc, l'approche que je vais présenter ici s'inspire fortement en fait de cette approche-là, sauf que on va essayer d'exploiter ici le grand nombre, donc qui a priori est une difficulté. On va l'exploiter pour avoir une estimation a priori sur les erreurs commises par notre schéma d'approximation. Alors que dans la DADP, en général, c'est difficile d'avoir des estimations a priori sur les erreurs commises. Voilà, donc, alors je vais présenter maintenant l'idée générale. L'idée générale de l'approche qu'on propose, elle s'articule autour de 3 étapes. La première étape, ça consiste à quelque part essayer d'approcher le problème que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire celui-là de minimiser cette espérance, par un autre problème noté ici P2, où en fait on a simplement remplacé cette moyenne des contrôles par l'espérance de la moyenne des contrôles à l'intérieur de la fonction f0. Voilà. Cette première approximation, bon, a priori, on ne sait pas contrôler cette erreur, sauf dans la situation où ces contrôles seraient indépendants. Et dans ce cas, la loi des grands nombres nous permettrait de contrôler l'erreur. Donc ça, c'est la première idée. La seconde idée, c'est qu'une fois qu'on a écrit le problème de cette façon-là, alors, eh bien, on peut le réécrire en le problème P3, où on a remplacé cette moyenne d'espérance par V, et on a réécrit ici que V, c'est la moyenne de l'espérance. Écrit comme ça, le problème P2, on a envie de le résoudre par décomposition lagrangienne, en dualisant cette contrainte, et ensuite d'appliquer un algorithme de type Usawa pour résoudre ce problème-là de façon décentralisée. Alors, la difficulté, c'est que cette espérance-là n'est pas a priori calculable, et donc ce qu'on fait, c'est une version stochastique, en utilisant l'approximation stochastique de l'algorithme d'Usawa. Donc voilà, à ce stade-là, vous avez un résumé complet de l'approche qu'on propose. Donc maintenant, comment on fait pour que ça fonctionne? Alors, les hypothèses principales qui sont faites sont données ici. Et j'ai mis en rouge les hypothèses vraiment structurantes. Hein. Les autres hypothèses, c'est simplement des hypothèses techniques pour assurer l'existence des processus sous-jacents. Mais les vraies hypothèses qui vont structurer un petit peu ce qu'on va dire, c'est le fait que F0 est supposé convexe, donc le terme de couplage va être supposé convexe, et puis cette hypothèse 4 sur la fonction GI qui va être supposée strictement convexe par rapport à la première variable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction GI?
La fonction GI, c'est celle qui a un contrôle et à une trajectoire du brownien, va associer le coût local, FI de nu et du processus contrôlé en ce brownien, enfin réalisé en ce brownien. Cette hypothèse-là, elle est très forte, c'est l'hypothèse, disons, la plus contraignante, on va dire. Donc, je tiens à la souligner. Et en fait, on voit bien que comme elle suppose qu'on est convexe, on est strictement convexe par rapport au contrôle nu, on voit que comme la dynamique de X évolue, est impactée par le contrôle, on voit bien que cette hypothèse fait une hypothèse, limite les dynamiques possibles pour X. Donc, un exemple ici de dynamique et de fonctions coût qui vont faire que GI va satisfaire cette hypothèse, c'est le cas de la dynamique affine, où en particulier le contrôle agit linéairement dans le drift, et où les coûts FI, ou le coût FI est séparable en un coût qui dépend du contrôle et un coût qui dépend de l'état. Et donc, dans ce cas-là, on supposera que GI et HI sont convexes et que l'une de ces deux fonctions est strictement convexe. Une fois qu'on aura ça, on aura la garantie que l'hypothèse 4 sera vérifiée. Voilà, ça c'est un exemple où cette hypothèse est vérifiée. Une fois qu'on a fait toutes ces hypothèses, on est capable de montrer d'abord que le problème P1, initialement qui nous intéresse, et le problème P2 sont tous les deux bien posés. Donc, on a une seule solution qu'on va noter U étoile pour le problème P1 et une seule solution utile pour le problème P2. Et ce qui est vraiment fondamental dans cette approche, c'est le deuxième résultat qui dit qu'en fait, J tilde, donc la fonction qu'on minimise dans le problème auxiliaire, le deuxième problème, en fait, elle atteint son minimum, U tilde, dans une solution qui est décentralisée, au sens où chacun des contrôles U tilde I est indépendant de U tilde J. Donc, on a des contrôles complètement indépendants et chacun est adapté à la filtration de son propre brownien. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc, oui. Ah, j'ai entendu un micro s'ouvrir et se fermer. Donc, une fois qu'on a démontré ce résultat essentiel, en fait, on voit bien que par la loi des grands nombres, on pourra approximer la moyenne empirique des U tilde I par leur espérance. Et donc, en fait, c'est ce qui va nous permettre de rapprocher la fonction J tilde de la fonction J. Donc, si on retient ce résultat-là, on obtient un résultat d'epsilon optimalité qui nous dit qu'effectivement, le problème initial, P1, n'est pas si loin du problème P2, c'est-à-dire que la solution du problème P2 U tilde sera une epsilon optimale solution pour le problème initial qu'on avait, qui est P1, sous des hypothèses de régularité de la fonction couplante F0. Donc là, j'ai mis deux hypothèses de régularité possibles, le cas où F0 est Lipschitz et le cas où F0 est différenciable avec un gradient Lipschitz. Dans chacun de ces deux cas, on va obtenir que les contrôles obtenus en solution du problème P2, c'est-à-dire U tilde, sont epsilon optimales. Dans un cas, on aura une convergence en 1 sur racine de n et dans l'autre en 1 sur n étant la taille de la population. Donc ça, c'est vraiment le résultat fondamental qui est basé, comme je vous le disais, sur le fait que à partir du moment où on sait que les U tildes sont indépendants, alors cette moyenne empirique est proche de cette espérance. Et du coup, quand on va comparer les deux, d'une part, on aura la positivité par Jensen, puisque ici, on a l'espérance à l'extérieur et là, on a l'espérance à l'intérieur. Et de l'autre côté, le fait que ces deux quantités sont proches l'une de l'autre et que F0 est régulière, au sens ici ou au sens là, nous garantit aussi que ces deux quantités sont proches. Voilà, donc on peut les approcher. Or, on a vu que la fonction J différait de la fonction J tilde simplement par le fait qu'on a remplacé l'espérance de F0 par F0 de l'espérance.
Donc, on applique exactement ce résultat ici et on obtient que J de U tilde est plus petit que J tilde de U tilde plus epsilon, puisque U tilde est indépendant, les composantes de U tilde sont indépendantes. Ensuite, comme U tilde est optimal pour J tilde, on sait bien qu'il est plus petit que J tilde de U' pour tout U' faisable. Et enfin, une dernière fois, on utilise Jensen et on obtient ça. Donc, on obtient vraiment ce résultat assez direct. Hein. Vous avez carrément la démonstration ici. Ces deux résultats s'obtiennent très rapidement. Donc, maintenant qu'on sait que le problème P2 nous donne une très bonne approximation de la solution du problème P1, ce qu'on va faire, c'est prendre le problème P2, le réécrire sous la forme P3. Donc là, c'est simplement remplacer V, ici, rajouter une variable V, et rappeler que cette variable V doit être égale à 1 sur n, somme de l'espérance des UI. Et là-dessus, on va opérer une décomposition lagrangienne. Donc, on est sous des bonnes hypothèses où il y a qualification des contraintes, la dualité forte est vérifiée. Donc, on peut s'intéresser au problème dual de façon tranquille. Et on introduit ici le lagrangien associé à cette dualisation. Et on va chercher à maximiser la fonction duale W. Donc, pour faire ça, on va utiliser un algorithme de type Usawa. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, l'algorithme qu'on a envie d'utiliser pour maximiser la fonction duale que j'ai réécrite ici, hein, max sur lambda du min sur UV de cette quantité, ça va consister en un algorithme itératif par rapport au multiplicateur lambda. Donc, on va se donner des pas ρk. Et on va faire évoluer lambda k plus 1 égale lambda k plus ρk fois un sous-gradient de la fonction duale, y lambda k, que j'ai noté ici, y de lambda k. Voilà. Ce sous-gradient de la fonction duale est obtenu en minimisant le lagrangien. Et cette minimisation du lagrangien, je fais donc pour chaque valeur de la fonction duale de façon décomposée, puisque on voit que les termes en V vont demander de minimiser en V ce terme-là, et les termes en UI vont revenir à minimiser pour chaque I cette quantité-là. Donc, les minimiseurs associés sont notés UI de lambda k et V de lambda k. Donc, pour résoudre ces problèmes, cette fois-ci, c'est des problèmes de petite dimension, hein, puisqu'on avait considéré un problème unidimensionnel, hein, chaque état xi était de dimension 1, dans ce qu'on avait considéré. Bon, on peut évidemment généraliser à une dimension d, hein, mais dans le cas particulier où FI est sous forme intégrale dans le temps, eh ben, on voit bien qu'on peut résoudre ça par de la programmation dynamique stochastique en dimension 1, avec un état de dimension 1, donc résoudre simplement l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman par des techniques de type différence finie. C'est tout à fait raisonnable pour ce type de problème. Donc, on calcule notre sous-gradient Y de lambda k en faisant la moyenne des réponses de chaque individu J de son contrôle et en le comparant à la réponse V de lambda k. Voilà. La difficulté ici, c'est que pour calculer ce sous-gradient, il faut calculer une espérance, et évidemment, cette espérance n'est pas directement calculable, d'où l'idée d'utiliser l'approximation stochastique. Donc, l'idée, c'est de remplacer ce sous-gradient Y de lambda k par une variable aléatoire, Y chapeau, notez Y chapeau k plus 1 ici, qui en moyenne vaudra Y de lambda k. Donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs candidats, et il y a de l'optimisation numérique en termes d'algorithmique dans le choix de cette variable aléatoire. Donc, je vais en proposer un, c'est celui qu'on a proposé, enfin un de ceux qu'on a proposé dans le papier. Donc, l'idée pour générer ces variables aléatoires Y chapeau, c'est en fait de choisir un nombre, une taille de sous-population qu'on va tirer à chaque instant, à chaque itération de l'algorithme dual. Donc, on choisit M, une population qu'on va tirer,
Et donc, on va tirer au hasard petit m indices qui sont notés grand I1, grand IM à l'itération K, parmi les N individus qui sont dans la population. Ensuite, pour chacun de ces indices, on va faire le calcul de la stratégie optimale localement pour chaque individu. Donc, chaque individu doit calculer sa stratégie optimale associée au multiplicateur courant une fois qu'il a été tiré au sort. Ensuite, on tire aléatoirement M browniens indépendants et on implémente les stratégies. Chaque individu qui a été tiré au sort doit implémenter sa stratégie pour le lambda K courant le long du brownien numéro 1 pour l'individu, le premier individu tiré, et le long du brownien numéro M pour le Mième individu tiré au hasard. Et ensuite, on fait la moyenne empirique de ces stratégies, de ces contrôles, de ces décisions cette fois-ci, puisque c'est des stratégies implémentées le long d'un aléa. On fait la moyenne de ces décisions et on compare donc avec de lambda K. Alors ici, ce n'est pas difficile de montrer que Y chapeau K plus 1 est effectivement en moyenne égal à Y de lambda K et que le bruit résiduel que j'ai noté ici, RK plus 1, a les bonnes propriétés qu'il faut, c'est-à-dire qu'il est indépendant des aléas précédents, puisqu'on s'est arrangé pour générer des aléas indépendants, d'accord, et avec une borne quadratique. Donc, c'est les propriétés qui vont être importantes pour montrer la convergence de l'algorithme stochastique associé. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de rentrer dans le détail ici de l'algorithme. Vous voyez bien, il faut donc définir les pas des itérations duales comme une sigma suite. C'est vraiment des techniques d'algorithme stochastique classiques. Et puis ensuite, on va mettre à jour les multiplicateurs avec ces variables aléatoires simulées à chaque itération. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Donc, on arrive à montrer avec cet algorithme que effectivement, le long des lambda K générés au fur et à mesure des itérations duales, on arrive à faire converger W de lambda K vers le maximum de la fonction duale. On a aussi la convergence donc, au sens faible de lambda K vers un candidat argmax de la fonction duale. Ensuite, si on rajoute des hypothèses de régularité sur F0, la fonction qui couple les différents contrôles, eh bien, on arrive à obtenir que la fonction duale, en fait, est fortement concave, et donc on a l'unicité de l'Armax, que je note ici, lambda bar, et on montre la convergence presque sûre des itérés de l'algorithme vers lambda bar. Après, on obtient aussi la convergence primale vers U de lambda bar, qui est l'unique solution du problème P2, donc J tilde. Et enfin, comme on est intéressé quand même par J et le résultat d'epsilon optimalité, donc on revient, si on rajoute l'hypothèse maintenant de stricte convexité de la fonction couplante F0, on obtient la convergence de J tilde de U de lambda K vers J tilde de U tilde, et surtout ce résultat qui nous dit qu'effectivement, on a une suite de candidats U de lambda K qui vont être faisables pour chacun des individus et qui vont être asymptotiquement epsilon optimaux pour le problème originel J. Donc avec un epsilon qui va décroître en 1 sur n, où n est la taille de la population. Donc voilà, ça c'est vraiment le résultat qui nous intéresse concrètement pour l'application qu'on a. Ces résultats de convergence d'algorithmes stochastiques, disons que je pense qu'il n'y a pas grand-chose de très original. Ça s'appuie, la différence par rapport aux résultats habituels, c'est que c'est des résultats de convergence dans des espaces de Hilbert et qu'il a fallu un petit peu adapter les preuves classiques, mais c'est tout à fait calqué sur des résultats bien connus.
Donc maintenant, pour le temps qui reste, j'aurais aimé quand même présenter une application, donc les simulations réalisées sur un problème un peu plus proche des problématiques d'EDF. Donc ici, on se situe en Grande-Bretagne. Donc on a un mix électrique avec des centrales nucléaires, des centrales à gaz et des éoliennes. Je crois qu'il y a aussi du photovoltaïque, mais bon, dans cette application, on ne l'a pas mis. Et on veut contrôler des frigos intelligents. Donc on leur a mis des yeux et une bouche parce qu'ils sont intelligents. Et ces frigos intelligents vont participer à l'équilibre du système électrique britannique. Et ici, ils vont participer en fournissant… alors, il y a deux quantités qui sont importantes pour l'équilibre du système. C'est la puissance consommée, mais c'est aussi la réserve offerte au système. Donc la réserve, c'est la capacité à augmenter ou baisser sa consommation très rapidement, de sorte qu'en temps réel, s'il arrive des problèmes, eh bien, ces frigos puissent être sollicités pour ajuster leur consommation en fonction des besoins du système. Donc, ce qu'on optimise ici, ce qu'on va chercher à optimiser, c'est la contribution en puissance prévisionnelle de consommation et en réserve apportée au système. Donc, notre fonction F0, en fait, elle va considérer, elle va dépendre de la contribution, de la somme de la contribution de tous ces frigos en puissance active et en réserve. Et en fait, la fonction F0 qui va coupler tout ça, c'est une fonction qui elle-même est le résultat d'un autre problème d'optimisation qui consiste à optimiser l'utilisation des autres moyens de production, donc conventionnels, et optimiser aussi l'écrêtement possible des éoliennes pour établir l'équilibre du système, étant donné la contribution des flexibilités de consommation, c'est-à-dire de ces frigos intelligents. Voilà. Donc, je vais pas décrire en détail cette fonction. Elle résout, en fait, c'est le résultat d'un problème d'optimisation, mais je vais vous décrire un petit peu le problème. Donc, la modélisation des frigos, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on va s'intéresser à la température de chacun des frigos, indexée par I, et cette température va dépendre de la consommation des frigos, qui va pouvoir valoir soit 0, soit une certaine puissance nominale de consommation. Évidemment, quand la puissance est positive, alors la température diminue. Voilà. C'est l'objectif du frigo, hein, c'est de garder les choses au frais. Et puis, on a un aléa qui va représenter le fait qu'on ouvre le frigo de temps en temps et du coup, ça fait varier la température de façon aléatoire. Donc, on a repris des modélisations sur d'autres analyses qui ont été publiées. Et ce qu'on va chercher à minimiser, comme je vous disais, c'est la contribution en puissance active et en réserve dans le système, donc, qui est valorisé par la fonction F0. Et puis, on aura des coûts locaux, FI et gamma I, qui vont effectivement pénaliser les écarts entre la température de chaque frigo à une température nominale de préférence et empêcher ce frigo d'atteindre des températures trop hautes ou trop basses. Voilà. Donc, on a des pénalisations qui nous permettent d'assurer que la qualité de service pour le client est satisfaite, c'est-à-dire que son frigo rend toujours le service qu'il est censé rendre, c'est-à-dire rafraîchir, tenir frais les éléments qui y sont. Voilà. Et la réserve fournie par chaque frigo va dépendre de la puissance et de l'écart aux bornes en termes de température. C'est-à-dire la capacité d'un frigo à augmenter sa consommation ou baisser sa consommation va être donnée par cette relation. Donc, on a réalisé donc une optimisation sur 24 heures, sur une durée de 24 heures. Donc, on cherchait à optimiser la contribution des frigos en puissance active et en réserve sur 24 heures pour équilibrer le système électrique.
On a considéré un système où, avec une puissance installée de nucléaire de 10 gigawatts, des cycles combinés gaz à 25 gigawatts, ce qui est à peu près proche de ce qui existe actuellement. Des cycles combinés gaz, alors là, ils sont pas combinés, c'est classique, à 20 gigawatts. Et puis, alors une grosse installation, là, c'est une installation d'éolien à 40 gigawatts, ce qui est presque le double de ce qui est actuellement. Et on a considéré une population de 20 millions de frigos. Et pour chaque frigo, on a fait varier la volatilité dans la dynamique de la température. Et donc, les paramètres de l'algorithme implémenté sont donnés ici. Donc, on a arrêté l'algorithme sur critère de nombre d'itérations maximales parce que la définition d'un vrai critère d'arrêt, ce serait l'objet d'un travail plus précis sur les vitesses de convergence de l'algorithme stochastique. Et on a considéré qu'à chaque instant, on tirait environ 300, une sous-population de taille 300 par rapport à une population totale de taille 20 millions. Voilà. Donc, et à chaque étape, chaque individu, à chaque étape de l'algorithme, à chaque itération, chaque individu qui est tiré au hasard doit résoudre un problème de contrôle stochastique de dimension 1. Ce problème a été résolu par différence finie pour discrétiser l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman associée. Voilà. Donc, les résultats qu'on obtient, donc ils sont donnés. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit donc en vert, c'est les résultats associés à une volatilité maximale de 2 pour la dynamique des frigos. En rouge, ce sont les résultats pour une volatilité moyenne. Et en bleu, ce sont des frigos qui évoluent, dont la température évolue de façon déterministe. En trait plein, on voit la consommation des frigos, ici. Et en trait pointillé, leur contribution à la réserve. À droite, ce sont les prix associés. Donc là, on voit les prix, c'est-à-dire les valeurs duales associées à la contrainte ici de consommation. Et on voit que quand le prix est bas, eh bien, la consommation des frigos est élevée. De l'autre côté, quand le prix associé à la contrainte de réserve est élevé, alors la contribution à la réserve est élevée. Donc, c'est des résultats tout à fait attendus. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les prix obtenus varient légèrement, en tout cas les prix en consommation, ils varient très peu par rapport aux paramètres de volatilité. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'effet de la présence de ces frigos sur la sollicitation des autres moyens de production. Donc ici, c'est un graphe qui montre l'écart de production fourni par les moyens de production par rapport au cas sans flexibilité, c'est-à-dire le cas où les frigos ne sont pas asservis comme dans ce problème d'optimisation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en trait plein que, et là on regarde le cas où il n'y a pas de volatilité, c'est-à-dire sigma égale 0, le trait plein bleu nous montre que ici on a une consommation, on a réduit significativement la consommation des turbines à gaz, la production des turbines à gaz grâce à l'utilisation des frigos, et on a pu augmenter la contribution des éoliennes. C'est-à-dire que dans le scénario nominal où les frigos ne sont pas asservis, les éoliennes ont dû être écrêtées, et là, on les écrète moins. Et en fait, ce résultat est de moins en moins vrai quand on augmente la volatilité des frigos. C'est-à-dire, plus les frigos sont volatiles, plus leur contribution au système est faible. Voilà. Et donc, des frigos déterministes vont être plus faciles à contrôler et vont contribuer au système, c'est-à-dire permettre moins d'écrêtement de l'éolien et moins de gaz brûlé pour produire de l'électricité.
Ici, sur la contribution à la réserve, on voit aussi donc des résultats en déviation par rapport au scénario nominal où les frigos ne sont pas asservis. Et ce qu'on voit, quand sigma égale 0, c'est que les turbines à gaz fournissent beaucoup moins de réserves que dans le scénario nominal où on est à 0, hein, en écart. Et cela est d'autant moins vrai que la volatilité des frigos est grande. Donc toujours pareil, plus les frigos sont volatiles dans leur façon d'évoluer en température, moins ils seront faciles à contrôler et moins grande sera leur contribution à l'équilibre du système. Donc voilà, après quelques chiffres pour dire que, en gros, le coût d'équilibrage du système dans ces simulations numériques, il est diminué d'environ 2% si on considère des frigos peu volatiles et de 1% pour des frigos très volatiles. Donc, quand même, ça reste quand même significatif par rapport aux résultats qu'on a habituellement. Voilà. Donc, je pense que là, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas décrire l'ensemble des graphes. Éventuellement, si vous avez des questions, je reste à votre disposition.